45, j'avais réussi. À mi-chemin, dit-on, trop vieux pour être imprudent, trop jeune pour être sage. Je ne savais pas trop où cela me menait, mais j'ai décidé de fêter ça quand même. Rien de grandiose. Pas de soirée en smoking ni de liste d'invités élaborée, juste un petit bar sur le toit que j'avais loué en centre-ville, le genre d'endroit qui sentait légèrement les agrumes et le vieux bois. J'ai passé l'après-midi à accrocher moi-même des guirlandes lumineuses, à disposer des bougies votives sur chaque table, et même à trimballer une enceinte pour diffuser une playlist. J'ai sélectionné avec un soin embarrassant. Al Green, Nina, Simone, un peu de jazz pour équilibrer le tout. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Mon petit effort pour marquer le passage d'une autre année. Je me suis dit que je n'attendais pas grand-chose. J'espérais juste que ma femme serait là. Ce n'était pas trop demandé, non? Ariel s'était montrée distante ces derniers temps. Le travail, prétextait-elle des délais. Elle avait toujours une raison d'être ailleurs, quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, je me suis dit qu'elle viendrait. Elle devait le faire. C'était mon anniversaire, bon sang. 19 heures étaient passées. Les bougies vacillaient doucement, intactes. Le barman, Malik, un gamin au regard perçant et à la voix calme, levait les yeux vers moi de temps en temps, mais ne disait rien. Je consultais mon téléphone sans cesse, effaçant les notifications inexistantes. Je fixais le gâteau posé, maladroitement, au centre du bar. Vanille avec une pointe de cannelle, comme je l'aimais. Simple, modeste. Il n'y avait qu'une bougie, à moitié fondue maintenant. La cire tirait sur le glaçage comme un lent effondrement. 20 heures. Rien. J'ai commencé à inventer des excuses. Peut-être que la circulation était mauvaise. Peut-être qu'Ariel était prise par le vernissage de sa galerie. Peut-être que mes amis s'étaient trompés de toi. J'ai essayé d'appeler mon vieil ami Trevor directement sur sa messagerie. Envoyer un message rapide à Jay, mon colocataire à la fac. Pas de réponse. Ma poitrine s'est serrée, mais je me suis forcé à rire en m'asseyant au bar et en commandant un whisky. Pur. Malik le versa sans poser de questions. Ça va, patron, demanda-t-il doucement en essuyant un verre. J'ai menti. Ils sont probablement juste en retard. Il hocha la tête, sans en croire un mot. Compris. Eh bien, joyeux anniversaire offert par la maison. Je trinquai avec mon verre contre le bar, bus et contemplai la ville. L'horizon scintillait de la lueur de vie lointaine. J'imaginais des rires derrière les fenêtres, des toasts portés, des bras croisés autour des épaules dans une chaleureuse familiarité. Pendant ce temps, j'étais assis seul, un homme en orbite autour du monde, sans jamais vraiment le toucher. À 21 heures, je savais qu'il n'y avait pas d'embouteillage, pas de crise à la galerie, pas d'erreur de toit. Il ne viendrait pas. Aucun d'eux. Même pas elle. Ariel n'avait pas envoyé de SMS. Pas un mot, pas de joyeux anniversaire. Non, désolé, je suis en retard. Rien. La femme avec qui j'avais construit une vie ces 9 dernières années ne se donnait pas la peine de prendre 9 secondes pour reconnaître mon existence. Je baissai les yeux vers mon verre. Vide, comme la pièce, comme ce foutu jour. Le gâteau était là, se moquant de moi dans sa perfection silencieuse. Je le fixai un moment, puis frottai une allumette et alluma l'unique bougie. Je ne fis pas de vœux. À quoi bon? Je regardai simplement la flamme vaciller jusqu'à ce qu'elle se stabilise, puis me penchai et l'éteignis. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations, juste un mince filet de fumée s'élevant dans la nuit, comme s'il cherchait lui-même à échapper à ce moment. Besoin d'autre chose, demanda Malik d'une voix plus douce, presque un murmure. Je secouai la tête. Non, je crois que j'ai fini. Je rassemblai mes affaires, lui glissai un pourboire et adressai un petit signe de tête en guise de remerciement. Il me le rendit. Rien de compatissant, juste une reconnaissance. Cela signifiait quelque chose. La descente en ascenseur me parut plus longue que la montée. Mon reflet dans les miroirs paraissait fatigué. Pas vraiment vieux, mais fatigué comme un homme qui porte un objet lourd depuis trop longtemps et que personne ne remarque. Pas même la personne qui l'attendait. Je suis sorti dans la nuit silencieuse. La ville bourdonnait d'énergie,
indifférente à ma solitude. Des taxis passaient quelque part. Un couple a ri. Quelqu'un a crié à un ami de l'autre côté de la rue. La vie, semblait-il, ne s'était pas arrêtée juste parce que la mienne s'était arrêtée. Je suis rentré chez moi, les mains dans les poches, laissant l'air de la nuit emplir mes poumons. Mon appartement m'a accueilli avec le calme que seul un foyer peut offrir quand il réalise que personne ne vous attend. J'ai enlevé mes chaussures, desserré mon col et me suis assis sur le canapé. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières. Dans le noir, j'ai repensé aux derniers mois, aux indifférences, aux nuits tardives. La façon dont le sourire d'Ariel avait commencé à se courber davantage pour son téléphone que pour moi. Le nom qu'elle avait prononcé avec trop de désinvolture. Les réunions d'exposition d'art qui duraient trop longtemps. Les baisers qui cessaient de venir. Les excuses qui devenaient trop douces. J'ai de nouveau fixé mon téléphone. Toujours rien. J'ai fait défiler nos vieilles photos. Les voyages à Tulum. Le jour où nous avions obtenu les clés de sa galerie. Elle était blottie contre moi, regardant une horrible télé-réalité. J'aurais dû les supprimer. Au lieu de ça, j'ai laissé l'écran s'assombrir, me renvoyant mon visage. À minuit, j'étais assis à la table de la cuisine, mangeant une part de ce gâteau avec une fourchette, directement sortie de la boîte. C'était bon, sucré même, mais difficile à avaler. 45, pas de femme, pas d'amis, juste moi, un appartement silencieux et la moitié d'un gâteau. Quelque part en moi, quelque chose a changé. Ni de la colère, ni de la tristesse, juste une compréhension profonde et silencieuse. Je ne supplierai pas. Je ne courrai pas après. Je ne demanderai pas pourquoi. Je m'étais célébré ce soir. Seul, certes, mais honnête, vrai. Et ça comptait. En me couchant, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas maudit le ciel. Je me suis juste allongé, j'ai laissé le silence m'envelopper et je me suis endormi. Parce que si c'était le début du reste de ma vie, alors au moins je savais où j'en étais. Seul, mais debout. C'était un mercredi quand c'est arrivé. Fin de matinée, le soleil baignait mon bureau et j'étais assis, penché sur la lueur de mon ordinateur portable. J'étais en train de répondre à une avalanche de mails de clients lorsque mon téléphone a craqué. Juste un léger coup contre le bois de mon bureau. J'ai failli l'ignorer. Le nom à l'écran m'a figé. Ariel, premier message depuis des semaines. Peut-être. Se sentait-elle coupable? Peut-être se souvenait-elle. Une lueur d'espoir, que je ne voulais pas appeler, a traversé ma poitrine tandis que je l'ouvrais. Il n'y avait pas de message, juste une pièce jointe PDF. J'ai hésité. Mon pouce a survolé l'écran. Quoi que ce soit, cela changerait quelque chose. Je le savais, mais je l'ai ouvert quand même. La première page s'est chargée lentement, presque délibérément, comme si même les pixels voulaient me soutenir. Puis elle s'est affinée et j'ai eu le souffle coupé. Tu étais cordialement invité au mariage d'Ariel Monroe et Silur Rhodes. Ma vue s'est brouillée une seconde, comme si j'avais peut-être mal lu. J'ai fait défiler. Deuxième page, propre, brutale, jugement de divorce. Sa signature en bas de page tourbillonnait comme une fioriture. La date était tamponnée, classée, définitive, comme ça. Pas de message, pas d'explication, pas d'excuse, juste une invitation au mariage et une lettre de licenciement dans un seul et même dossier bien rangé. Je fixais l'écran, le cœur battant la chamade. Non pas de chagrin, mais d'incrédulité. J'avais froid, comme si quelqu'un avait ouvert une porte dans ma poitrine et laissé entrer le vent. Je relus les noms. Ariel Monroe et Silas Rhodes. Silas, le professeur de yoga, celui qu'elle avait mentionné avec désinvolture lors d'un dîner, le traitant d'excentrique mais talentueux. Le même homme qui apparaissait sur les selfies de ces événements à la galerie, toujours trop près. Celui en qui j'avais trop confiance, ou peut-être trop fatigué pour le soupçonner. Et maintenant, c'était son fiancé. Je laissai tomber le téléphone sur le bureau avec un bruit sourd et fixai les papiers du divorce. Pas un seul mot de sa part pour m'expliquer pourquoi. Aucune mention des années que nous avions partagées. Aucune mention de l'anniversaire qu'elle avait fantôme une semaine auparavant. Juste le silence. Ce n'était même pas de la douleur que je ressentais.
Pas encore. C'était plutôt comme si on m'avait effacé. Comme si on ne devait jamais se souvenir de moi. Après une minute à fixer le vide, j'ai repris mon téléphone. Mes doigts planaient sur le clavier. J'aurais pu écrire quelque chose de cru, de rageur. Mais ce qui en est sorti était clair, maîtrisé. Félicitations. Un mot, sans ponctuation. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis je me suis levé de mon bureau et j'ai parcouru l'appartement comme un homme en quête de preuves de quelque chose qui n'a jamais existé. J'ai trouvé son double de clés dans le tiroir près de la porte, je les ai glissées dans une enveloppe et je l'ai jetée sur la table d'entrée. La photo encadrée de nous a tué l'homme. Je l'ai prise et glissée, face cachée, au fond d'un tiroir. Puis j'ai changé les serrures. Ce n'était pas une petite action. Ce n'était même pas une vengeance. C'était une façon de tourner la page. Ma façon de dire que si tu m'effaces, je t'aiderai à finir le travail. Je suis allé plus loin. J'ai bloqué tous les contacts portant son nom de famille. Sa mère, qui ne m'a jamais aimé. Sa cousine Nia, qui m'a demandé un jour si je regrettais d'avoir épousé un artiste plutôt qu'une vraie femme. Même sa sœur, Jocelyn, qui m'a envoyé un SMS le mois dernier pour me demander si j'investirais dans sa ligne de bijoux. J'ai supprimé leurs numéros, les ai bloqués sur les réseaux sociaux, nettoyé l'application de calendrier partagé que nous n'avions pas mise à jour depuis des mois. J'ai retiré mon nom du groupe de discussion avec l'équipe de sa galerie. Je ne voulais plus rien, pas même des échos. Ce soir-là, l'appartement était étrangement immobile, pas silencieux, comme s'il retenait son souffle. Je me suis servi un verre et je me suis assis sur le balcon, regardant les lumières vaciller chez les autres. Je me demandais ce qu'ils célébraient, à quoi ils survivaient, ce qu'ils ignoraient. Au loin, quelqu'un a allumé des feux d'artifice. Juste quelques petites explosions, probablement des vestiges de vacances. Elles pétillaient et éclataient comme des rires dans le noir. Je sirote mon whisky lentement, essayant de retracer la forme de ce nouveau monde. Un monde que ma femme n'est pas partie comme ça. Elle m'a remplacé comme un meuble, avec efficacité et discrétion, par un homme qui enseignait la posture du chien tête en bas et portait des colliers de perles. J'aurais peut-être dû m'y attendre. Peut-être que je ne le voulais pas. J'ai repensé à la version d'Ariel dont j'étais tombée amoureuse. Celle qui peignait sur notre balcon avec des chemises trop grandes et qui sentait les agrumes et les huiles essentielles. Celle qui m'appelait d'un ton doux et conspirateur, comme si on partageait une blague que personne d'autre ne comprendrait jamais. La femme qui dansait pieds nus dans notre salon quand son premier spectacle affichait complet, m'entraînant avec elle jusqu'à ce que je ris comme si j'étais rajeunie. Je ne sais pas quand cette version a disparu. Peut-être n'a-t-elle jamais existé. Ou peut-être l'était-elle et que je n'étais tout simplement pas assez pour la garder. C'est ça qui m'a fait mal. Pas la trahison. Pas même le divorce. C'était de réaliser que j'étais oubliable, remplaçable, comme un livre qu'on décide, à mi-parcours, qu'il ne vaut pas la peine de finir. À minuit, j'étais assise au comptoir de la cuisine, un verre vide, pleinement consciente que c'était la fin. Pas de confrontation dramatique, pas d'excuses larmoyantes, juste un dossier et un homme abandonné. Mais voilà, il n'y avait plus de confusion. Plus d'attente, plus d'espoir qu'elle franchisse la porte avec des excuses et un plan pour arranger les choses. Elle m'avait envoyé un faire-part de mariage à la place. Et c'était son cadeau pour moi, la clarté. Alors j'ai levé mon verre vide au plafond et murmuré à un nouveau départ. Personne ne m'a entendu. Mais pour la première fois depuis longtemps, je m'en fichais. J'ai fermé l'ordinateur, éteint les lumières et me suis couchée avec une vérité qui me réchauffait les os. Elle avait choisi son morceau. Maintenant, je choisissais le mien. Tout a commencé par un bip. Vendredi matin, je me préparais du café, noir, sans sucre, comme je le prenais depuis mes 40 ans, et j'ai décidé d'arrêter de faire semblant d'aimer la crème de noisette. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, l'écran s'illuminant d'une alerte financière de mon application bancaire. J'y ai jeté un coup d'œil, m'attendant peut-être à un débit de la quincaillerie ou à mes frais d'abonnement mensuels, mais non. La notification a fait l'effet d'une claque. Tentative de virement non autorisé. Compte joint, 18 700 $. J'ai cligné des yeux. Relis.
Puis je suis resté immobile, le cœur battant la chamade comme un navire qui prend l'eau. Le compte joint. J'avais oublié qu'il existait encore. Quand nous l'avons ouvert, il servait à des dépenses communes, un prêt immobilier jamais souscrit, des vacances planifiées à moitié, des courses que je payais en grande partie. Au fil du temps, c'est devenu le filet de sécurité d'Ariel. Je n'ai pas remis en question les frais. Elle construisait sa galerie, et je construisais ce que je croyais être une vie avec elle. Apparemment, elle n'avait pas fini de fouiller dans la caisse. Pas même après l'invitation au mariage. Pas même après qu'elle m'ait signifié les papiers du divorce numérique avec toute la chaleur d'un message automatique. J'ai posé la tasse, déverrouillé mon téléphone et me suis connecté au compte. Effectivement, il était là. Une demande de virement échouée, horodatée 2 heures plus tôt. Le nom sur le compte du destinataire m'était vaguement familier, Road Creative Group LLC. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai éclaté de rire, amer et cinglant. Silu. Elle ne cherchait même pas à le cacher. Je n'ai pas hésité. J'ai immédiatement gelé le compte. Puis, par mesure de sécurité, j'ai procédé au virement intégral du solde restant, celui qui restait après son quasi-accident, sur un compte individuel lié à mon entreprise. Pas notre entreprise, la mienne, une entité à mon nom, mon EIN, ma sueur. Une fois le virement effectué, j'ai envoyé une demande à la banque pour clôturer définitivement le compte joint. Un message est apparu me demandant la raison. J'ai tapé 2 mots, divorce frauduleux. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Il a sonné de nouveau 5 minutes plus tard. Puis, de nouveau, des notifications de messagerie vocale ont suivi, mais je n'ai pas écouté. Je savais déjà qui c'était. Puis est arrivé le courriel. Objet en majuscule. Tu ne peux pas faire ça, Emerson. Je l'ai ouvert. La curiosité l'emportait sur l'agacement. Son ton était sec, droit, comme si c'était elle qui avait été trahie. Elle m'accusait d'être mesquine, de saboter son avenir. Elle disait que l'argent lui revenait de droit, que je prolongeais la souffrance. Elle n'a jamais mentionné la tentative de vol. Jamais le mariage, juste un sermon de 5 paragraphes expliquant que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait aucune raison. Ce soir-là, je me suis assise de nouveau sur le balcon, sirotant un scotch et regardant la ville respirer sans moi. Je pensais ressentir de la colère. Mais ce que je ressentais était plus clair que ça. La liberté. Pas seulement d'elle, mais de l'illusion d'avoir suffisamment compté pour être épargnée par ce genre de trahison. Elle n'était pas brisée par ce qu'elle avait fait. Elle était contrariée que j'aie cessé de financer sa nouvelle vie. Le silence dans mon appartement ne me semblait plus oppressant. Il me semblait mérité, purifié, comme si j'avais chassé le fantôme de toutes les excuses que j'avais digérées pour maintenir la paix. J'ai ouvert la galerie de mon téléphone et j'ai trouvé la vieille capture d'écran, une photo qu'elle m'avait envoyée il y a des années. Elle était assise sur une chaise longue, un cocktail à la main, avec la légende suivante, « Je vis ma vie à fond grâce à toi, ma belle ». À l'époque, je trouvais ça adorable. Maintenant, je la vois pour ce qu'elle est. Un aveu. Elle avait toujours su vivre de ce que je lui donnais. Mon temps, mon énergie, ma confiance, et maintenant mon argent. Ou du moins, elle essayait. J'ai cliqué sur « Supprimer ». Le lendemain matin, j'ai fait une liste. Ni de vengeance, ni de petites piques, juste des noms. Des personnes à radier, des mots de passe à changer, des comptes à fermer. J'avais donné à Ariel accès à chaque partie de moi parce que je croyais que c'était ça l'amour. Mais maintenant, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. L'accès est un privilège, pas une garantie. Et certaines personnes traitent le privilège comme un buffet. Toujours affamé, jamais rassasié. J'ai passé la journée à appeler les banques, à mettre à jour les informations de facturation, à annuler les cartes qu'elle utilisait. J'ai même appelé ma comptable, Suzanne, une femme brillante à la voix neutre et peu encline au drame. Elle a essayé de transférer $18 000 dans une société écran. Suzanne a demandé, entre incrédulité et rage. Apparemment, elle est audacieuse. Je lui accorde ça.
On fait table rase. Vous voulez des archives de niveau médico-légal? Oui, ai-je dit. Je veux une page blanche. Quand j'ai eu fini, le coucher du soleil approchait. L'appartement était calme, mais pas creux. Il semblait stable comme pour la première fois depuis des mois, le sol sous mes pieds ne bougeait pas. Je me suis servi un autre verre, debout près de la fenêtre, j'ai regardé la lumière orangée s'étendre sur l'horizon. J'ai pensé à l'homme que j'étais à 35 ans. Optimiste, dévoué, aveugle, et à l'homme que j'étais maintenant, à 45 ans, fraîchement divorcé, et voyant enfin clair. Ce n'était pas un chagrin. Ce n'était pas du chagrin. C'était un réveil. Il y avait une force à laisser quelqu'un partir sans le poursuivre. Il y avait de la paix à reprendre son nom des mains de quelqu'un qui ne l'utilisait que pour son bien. Elle pouvait épouser Silas. Elle pouvait construire une vie avec quelqu'un qui se soumettait à ses histoires et appelait cela de l'amour. Ce n'était plus mon rôle. Le mien était de protéger l'homme qui avait été trop généreux, trop patient, trop disposé à supporter quelqu'un qui n'avait jamais appris à se tenir debout. J'ai levé mon verre, cette fois non pas par amertume, mais par résolution de ne plus jamais financer le mensonge d'autrui. Et j'ai bu à cette pensée. On a frappé à la porte à 7h14. Ce n'était pas poli. C'était délibéré, 3 coups fermes et réguliers à la porte, comme des signes de ponctuation gravés dans l'os. J'étais encore en robe de chambre, à mi-cuisson des œufs, quand je me suis figé à mi-chemin du poivre. Quelque chose en moi le savait. On vit assez longtemps avec la tension dans la poitrine, et on commence à reconnaître le ton des ennuis, même lorsqu'il porte un uniforme. J'ai tapoté vers la porte, le cœur ralentissant, non accéléré. Je n'éprouvais pas vraiment de peur. C'était quelque chose de plus lourd, de familier, comme une invitation à monter sur scène sans avoir accepté de me produire. Par le Judas, 2 officiers, uniformes impeccables, expressions indéchiffrables. L'un, la quarantaine, était bâti comme un mur. L'autre, une femme plus jeune, était vive et prudente. Le soleil matinal se reflétait sur leur badge comme un avertissement. J'ouvris la porte. Monsieur Emerson ROR, demanda l'officier. Oui, répondis-je d'un ton neutre, les bras croisés. Je suis l'agent Drew. Voici l'agent Ramirez. Pouvons-nous entrer? De quoi s'agit-il? Votre femme vous accuse d'usurpation d'identité et de fraude financière. Ariel écrivit, je n'ai pas ri. Pas ouvertement. Ma bouche se contracta une fois. Un amusement sec se transforma en incrédulité. Bien sûr qu'elle avait ri. C'est mon ex-femme, répondis-je. L'agent Drew haussa un sourcil. Vous êtes récemment divorcé? Pas seulement divorcé. J'ai reçu le faire-part de mariage pour son prochain chapitre la semaine dernière. Vous pouvez vérifier la date. Il était inclus dans le jugement de divorce. Elle a eu la décence de me l'envoyer par SMS. Ramirez cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ça. Je m'écartai. Entrez. Vous voudrez voir ça. Ils entrèrent lentement, scrutant les lieux comme si j'avais des morceaux de corps au congélateur. Tout était impeccable, presque trop propre. L'air sentait encore légèrement l'huile de cèdre que j'avais utilisée sur le sol la veille. Je désignai la table à manger où j'avais tout disposé. Reçu, impression de mai, avis de gel bancaire, journal des virements à son nom, et au centre, le PDF du mariage avec l'acte de divorce en pièces jointes. Vous êtes prêts? Murmura l'agent Drew en s'asseyant. Non, dis-je, je suis fatigué, l'uril en silence. Je les observai attentivement. Drew serra les lèvres en lisant la tentative de virement. Ramirez parcourut le divorce, puis s'arrêta devant les cadenas financiers. Elle pointa du doigt. Elle avait tenté de transférer des fonds après le dépôt de la demande. Exact. Vers une société écran portant le nom de famille de son fiancé. Exact. Encore une fois, elle avait déposé cette plainte. Quand Drew m'a demandé, il y a 2 jours, j'ai répondu, juste après avoir gelé le compte joint et transféré le solde vers une entité commerciale à mon nom. Drew s'est penché en arrière. Avez-vous accédé à l'un de ses comptes personnels? Non, je lui ai révoqué l'accès au mien. Ramirez tapota son stylo.
Elle dit que vous ouvrez un crédit à son nom. Ensuite, elle pourra produire les documents. J'ai dit, mais je lui suggère d'être très prudente, car j'ai 6 ans de preuves financières montrant que j'ai payé ses prêts étudiants, le loyer de sa galerie et même les honoraires d'avocat de SILURH facturés sur notre carte commune. Cela les a fait grincer des dents. Elle a utilisé sa carte commune pour payer les frais juridiques de son fiancé. Ramirez a demandé. J'ai sorti le relevé du dossier. Ligne surlignée. Service juridique Rhodes, 3500 $. Ironique, ai-je dit. Maintenant, elle pourrait avoir besoin de lui à nouveau. Ramirez a essayé de dissimuler son sourire narquois. Drew n'a même pas pris la peine. Ils ont passé 20 minutes supplémentaires à vérifier les dates, à prendre des photos des documents, à poser quelques questions pour clarifier les choses. Ils étaient professionnels, mais le ton avait changé. Je n'étais plus un criminel. J'étais un homme qui avait été brûlé. Et ils ont reconnu l'odeur de dignité brûlée lorsqu'elle a envahi la pièce. Avant de se lever pour partir, Drew a dit, « Écoutez, nous allons devoir déposer un rapport avec ces preuves et le soumettre à notre superviseur. Si l'affaire continue, elle sera probablement classée sans suite. » Mais elle est tenace. « Je sais, » dis-je. Il hésita à la porte. « En privé, pourquoi crois-tu qu'elle fasse ça ?» J'ai réfléchi un instant. Non pas à Ariel, mais à la version d'elle à laquelle je m'étais accroché. Celle qui se blottissait contre moi le dimanche matin et murmurait ses rêves entre nous. Elle essaie de réécrire l'histoire, ai-je fini par dire, parce qu'avoir tort ne lui fait pas aussi peur qu'être exposé. Drew hocha lentement la tête. Ramirez jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de partir. Bonne chance, monsieur ROR. La porte se referma avec un bruit sec derrière eux. J'exhalai. Les œufs étaient froids quand je retournai à la cuisine. Je les jetai. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assis dans mon bureau, à contempler le tableau encadré qu'Ariel avait autrefois insisté pour y accrocher, un mélange abstrait de bleu et d'or qu'elle appelait « vélocité émotionnelle ». Je le décrochai du mur, le portai jusqu'à la poubelle et le laissai tomber. Le bruit de la toile heurtant le métal était étonnamment fort. Final, comme une porte. Le vent claquait. Je n'ai parlé à personne de la visite de la police. Ni à mon ami Trevor. Ni à mon avocat, Marcus. Ni même à Suzanne. Je n'avais pas besoin de confirmation. Je savais quelle était la vérité, et pour la première fois depuis des mois, je n'avais aucune envie de la défendre. Ce soir-là, je me suis regardé devant le miroir sous un autre jour. Non pas comme quelqu'un de brisé ou de trahi, mais comme quelqu'un de libre, non pas épargné par les blessures, mais plus paralysé. Elle avait envoyé des policiers à ma porte. Et pourtant, je n'étais pas en colère. J'étais réveillée. Tout a commencé par un appel de Jocelyne. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois, pas depuis la semaine précédant l'exposition d'Ariel à la galerie, lorsqu'elle m'a appelé pour me demander si je pouvais sponsoriser son brunch éphémère. J'avais dit que j'y réfléchirais. Elle n'a jamais rappelé. Jusqu'à maintenant. Son nom a clignoté sur mon écran juste après minuit. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché. Curiosité, conclusion, un peu de persistance. Je croyais que peut-être, juste peut-être, quelqu'un de l'autre côté de la barrière avait eu la décence d'appeler et de dire « Je suis désolée, Emerson », dit-elle aussitôt, la voix tendue. « Tu exagères. » Voilà. Pas « Comment vas-tu ?» Pas « J'appelle parce que j'ai entendu ce qui s'est passé. » Juste un jugement déguisé en inquiétude. J'ai fermé les yeux et me suis adossée à la tête de lit. Elle m'a accusé de fraude. Jocelyne. Elle a soupiré. Mais tu as gelé le compte sans le lui dire. Ce n'est pas rien. Elle a essayé de le vider après avoir demandé le divorce, puis a fait enquêter sur moi par la police. Il y a eu un moment de silence. Puis elle l'a dit. Tu savais qu'Ariel n'était pas contente, Emerson. J'ai laissé ces mots planer comme de la fumée dans une pièce silencieuse. Elle m'a ghosté le jour de mon anniversaire. J'ai dit, plus calme cette fois. Je me suis assise sur un toit avec des bougies et un gâteau. Elle ne m'a même pas envoyé de SMS.
Elle ne voulait pas te faire de mal, a proposé Jocelyn. Si, elle l'a fait. J'ai dit, elle était sincère à chaque étape. Elle avait l'intention de disparaître. Elle avait l'intention d'épouser quelqu'un d'autre. Elle avait l'intention de prendre ce qu'elle pensait mériter. Ne l'adoucissez pas, car c'est gênant maintenant. Elle était perdue. Elle était calculée. Jocelyne ne répondit pas, elle laissa échapper un long soupir de lassitude. Les gens changent. Non, j'ai dit qu'ils se révèlent. L'appel ne se termina pas par un au revoir, mais par un silence. Elle raccrocha. Ou plutôt, je l'ai fait. Je ne m'en souviens plus. Mais la façon dont il resta. Une douleur différente. Celle qui survient quand des gens qu'on a tolérés pendant des années montrent enfin les dents. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Ken, le frère cadet d'Ariel, la grande gueule de la famille. Il prenait toujours des airs, riant toujours de ses propres blagues plus fort que quiconque. Je l'avais aidé une fois à réparer une voiture toute seule. Une autre fois, j'avais corrigé son CV. Il ne remerciait jamais. Son message tenait sur 2 lignes. Tu as toujours été l'ennuyeuse. Peut-être que ceci te poussera enfin à être un homme. Je fixai les mots, le pouce sur le bouton, répondre. Mais qu'y avait-il à dire? Que j'avais payé leur loyer une fois, quand leur mère est tombée malade. Que j'avais payé la facture de carte de crédit de Jocelyn pour l'empêcher de faire défaut. Que j'avais écouté patiemment Ariel pleurer sur l'épuisement de sa famille. Et que je continuais à leur ouvrir ma porte chaque Thanksgiving. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste bloqué. Puis je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert mon tiroir du bas et j'ai sorti le dossier manille que j'avais constitué avec Marcus, mon avocat. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des relevés bancaires, des virements, des chèques que j'avais émis pour financer des rêves dont je ne faisais jamais partie. Et maintenant, un nouveau document confirmant qu'Ariel avait déposé une 2e plainte. Celle-ci était plus odieuse. Accusation de dissimulation de biens matrimoniaux. Elle prétendait que j'avais détourné les revenus du mariage vers des sources privées. Que j'avais intentionnellement occulté les finances pendant le divorce. Que je lui devais réparation. Réparation comme si j'étais une voleuse. Comme si je n'avais pas déjà investi des centaines de milliers dans son entreprise, son style de vie, les besoins constants de sa famille. J'ai éclaté de rire, amer. Le son rebondit sur les murs et me surprit, moi aussi. C'était intense. Venant vraiment de la femme qui avait une carte de crédit séparée, au nom de Silu. Venant de la femme qui jurait avoir juste besoin d'aide pour se relever. Alors même que je la portais 10 pas après la ligne de départ, j'ai immédiatement appelé Marcus. Il a décroché à la 2e sonnerie. Gros guiraud. Elle a de nouveau déposé. J'ai transféré le courriel pendant que nous parlions. J'ai entendu le bip de son côté. Un instant plus tard, sa voix est revenue, sèche et agacée. Elle balance tout contre le mur, maintenant, marmonna-t-il. Elle perd le contrôle. Que faire? On ne bronche pas. Qu'elle continue à déposer. Chaque mensonge qu'elle dit, on l'empilera de preuves jusqu'à ce que son histoire s'effondre sous son propre poids. Et sa famille? Ai-je demandé. Ils se regroupent, me faisant porter la responsabilité. Marcus a ricané. Bien sûr qu'ils le font. Ils ont vécu sur ton portefeuille pendant des années. Ce train de vie est fini, maintenant. Tu es le méchant, car ils ne peuvent plus te voler. Je ne voulais pas y croire. Mais au fond, j'y croyais déjà. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond. Le poids de la trahison avait changé de forme. Il ne s'agissait plus de la fin de mon mariage. Il s'agissait de la prise de conscience que, pendant près de 10 ans, j'avais été entourée de gens qui me souriaient, les mains dans les poches. Je pensais aux dîners, aux anniversaires que j'organisais, aux bouteilles de vin que j'apportais à leur barbecue, aux remerciements toujours accompagnés d'une demande. Je pensais à chaque fois que j'avais dit oui alors que j'avais envie de dire non. J'avais aimé Ariel. J'avais cru en elle, en nous. Mais je m'étais aussi laissé exploiter pour ma gentillesse, mon argent, mon silence. Et maintenant que j'étais devenu silencieux d'une manière différente, plus ferme, il paniquait, car il n'avait pas perdu un beau-frère.
Ils avaient perdu un bienfaiteur. Je me suis levée, je suis entrée dans mon bureau et j'ai allumé la lumière. Sur le bureau se trouvait une photo d'Ariel et moi à sa première foire d'art. Elle souriait. Je lui tenais la main. Je me souvenais de ce que cet homme ressentait. Espoir, fierté, peut-être même amour. J'ai sorti la photo du cadre, je l'ai pliée en deux et je l'ai jetée à la poubelle. Non par dépit, par compréhension. Cet homme n'était plus moi. Et ceux qui lui avaient fait du mal n'avaient plus accès à ce qu'il restait de lui. Le lendemain matin, je n'avais même pas fini mon café avant d'appeler Marcus. Pas de salutation, pas de civilité, juste qu'il fallait passer à l'offensive. Il n'a pas perdu une seconde. Enfin, j'espérais que tu dirais ça. Les accusations incessantes, les visites de police, les appels de culpabilité tard le soir de sa famille. Trop, c'était trop. Ariel ne s'arrêterait pas tant que je ne serais pas dépeinte comme la méchante d'une histoire qu'elle avait commencé par une trahison et tenté de conclure par un vol. Je n'allais pas laisser passer ça. On va commencer par un audit financier, dit Marcus, en suivant déjà les étapes comme s'il les avait répétées. Bloquer chaque actif, personnel et professionnel. On veut une distinction claire entre ce que tu as payé et ce à quoi elle pense avoir droit. Fais-le, dis-je. Quoi qu'il en coûte. J'ai passé les 4 heures suivantes à fouiller dans les dossiers, les reçus, les échanges de mails, les captures d'écran de SMS, chaque dollar dépensé, chaque dépense prise en charge, chaque service qu'Ariel avait un jour qualifié de petit et qui avait gonflé jusqu'à atteindre des sommes à 5 chiffres. Tout était là. Je n'avais juste pas voulu y jeter un coup d'œil avant. Il y avait la voiture immatriculée à son nom, mais achetée avec ma prime. L'acompte pour la galerie d'art qu'elle prétendait provenir de ses économies personnelles. Les prêts étudiants qu'elle jurait rembourser, mais qui vidaient discrètement notre compte joint depuis des années. Les événements avec traiteur, le site web de Marc, les frais juridiques de Silu. Ça m'a fait serrer la mâchoire. L'idée qu'elle ait eu l'audace de mettre l'acompte d'un autre homme sur notre carte alors qu'elle préparait son mariage avec lui. Ça m'aurait brisé avant. Maintenant, ça a aiguisé ma concentration. Marcus a compilé le dossier, méticuleusement, avec des codes couleurs et des horodatages. Tu es son investisseur silencieux depuis 6 ans, a-t-il dit en feuilletant le portefeuille. Et elle a essayé de te faire passer pour le criminel. J'étais assis là, à contempler les preuves soigneusement empilées de tout ce que je lui avais donné. Et pas une seule fois, elle n'a proposé de me rembourser. Pas même fait semblant. J'ai hoché la tête lentement. Il est temps qu'elle comprenne le prix de la trahison. L'étape suivante était de tout verrouiller. Marcus avait des contacts, des responsables de la conformité bancaire, des experts comptables, des cyber-enquêteurs. Il a contacté Suzanne, ma comptable, qui s'est illuminée comme au matin de Noël. On va remonter la piste de chaque dollar, a-t-elle dit. D'ici là, elle regrettera de l'avoir dit. Je les ai laissés faire. Il leur a donné accès à tout. Il n'y avait rien à cacher. Que des choses à découvrir. Ce soir-là, je me sentais différent. Pas vraiment plus léger. Mais plus éveillé, plus dangereux. Assis sur mon balcon, buvant à la main, je contemplais la ville tandis que le crépuscule se fondait dans l'horizon. Il y avait une étrange paix dans ce chaos, car je ne réagissais plus. Je bougeais. J'ai repensé à la dernière fois qu'Ariel et moi avions parlé d'argent. C'était calme. Nous étions au lit et elle s'était tournée vers moi et m'avait dit, « C'est plus facile quand tu gères les factures. » Mais celui qui semblait final d'une manière que les documents ne pouvaient jamais. J'ai joué ma propre musique, des trucs que je n'avais pas entendus depuis des années. Jazz, vieille âme, chose que j'aimais, mais enterrée sous ces albums indépendants organisés et son bruit ambiant sans fin. Et comme la voix de Sam Cooke grimpa à travers les haut-parleurs, je sentais quelque chose s'installer en moi. Je ne nettoyais plus un gâchis. Je réécrivais les termes de ma paix. Il ne s'agissait pas seulement de protéger mon argent. Il s'agissait de récupérer la version de moi-même que j'étais avant que le compromis ne devienne ma langue d'amour. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, je me suis douché, habillé et je me suis assis à mon bureau sans vérifier mon téléphone. Je ne me souciais pas de ce qu'elle ou de ses frères et sœurs avaient à dire.
Le monde pouvait brûler et je ne tressaillais pas parce que maintenant j'avais un pare-feu. Maintenant j'avais une équipe. Maintenant, j'avais la vérité et les reçus pour le soutenir. Et je ne me défendais plus. Je construisais un étui. J'aurais dû savoir qu'elle ne prendrait pas l'audit tranquillement. Ariel n'a jamais aimé les conséquences. Dans les 24 heures de Marcus au service de l'avis d'audit officiel, sa réponse est venue voler comme une tempête. Une injonction d'urgence a été déposée par le biais de son nouvel avocat. Une finale de la fin de congeler l'enquête sur le terrain de la détresse émotionnelle, de la coercition et de ma surveillance persistante préférée et persistante. Elle vous appelle un harceleur, a déclaré Marcus au téléphone, sa voix sèche avec incrédulité. Dans un dossier judiciaire, j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que si je ne le faisais pas, je m'étoufferais sur l'absurdité. Je dis que je la traque pendant qu'elle est celle qui creuse dans mes dossiers bancaires, essayant de siphonner la vie que j'ai construite. Marcus gloussa amèrement. Bienvenue à la tempête de papier. Les prochains jours ont été un tourbillon de contre-dépôts. Pour chaque mouvement qu'elle a déposé, Marcus et Suzanne ont produit des recettes, des transferts de la banque financière. Forge charge. Elle est même allée à la presse. C'est à ce moment-là que c'est devenu moche. Un matin, je me suis réveillée avec mon nom sur un fil de discussion, #Stalkerx. Un blog avait ramassé une version fortement doctorale de son histoire, avec une photo flatteuse d'elle dans sa galerie et une photo granuleuse de moi d'un événement de réseautage il y a 2 ans. Ressemblant à un homme à moitié pris dans les phares. Le titre, l'artiste Ariel Monroe s'exprime. Mon ex ne me laissera pas être heureux. J'ai lu l'article avec un mélange malade de dégoût et d'engourdissement. Elle s'est peinte comme une survivante de la manipulation, de violence financière, d'un homme qui contrôlait tout derrière un sourire calme. Elle se réchauffe elle-même comme une victime. Coupable en privé. Et pendant un moment, cela a fonctionné. J'ai eu quelques escaliers froids au café que je fréquente. Quelqu'un a glissé une note agressive passive sous la porte de mon bureau. Elle mérite mieux. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Mais ensuite, les documents ont fui. Ce n'était pas mon fait, pas directement. Quelqu'un sur le bas-camp du tribunal a publié les fichiers d'audit comme enregistrement public. Au moins les conclusions initiales, chaque dollar suivi, chaque actif que j'avais couvert, chaque incohérence de ses états financiers et la cerise sur le dessus, un reçu scanné montrant un paiement de 3500 $ à Road Legal Consulting, la société de CIU. Payé avec ma carte. 2 mois après avoir émotionnellement quitté notre mariage, 2 semaines avant de demander le divorce, Internet s'est retourné. Soudain, la sympathie vacilla. Les roturiers ont commencé à connecter des points. Certains l'ont défendu. Il y aura toujours des gens qui défendront une bonne histoire, mais la plupart ont commencé à poser de vraies questions. Un post est devenu viral. Une capture d'écran de la transaction avec la légende, je n'ai pas perdu une femme. J'ai perdu une personne à charge. C'étaient mes mots. Je les avais tapés dans un moment de rage tranquille et je les ai publiés sur un forum privé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se propage, mais quelqu'un l'a partagé et il a pris sa propre vie. Soudain, ma boîte de réception était pleine, non pas de menaces, mais d'hommes et de femmes qui avaient traversé la même chose. Des gens qui avaient financé des rêves qui ne les incluaient pas, qui avaient été remerciés avec une trahison et une construction pour la sortie. Un gars a écrit, « Vous avez mis des mots à ce que j'ai essayé de m'expliquer depuis 3 ans. Merci. » Et juste comme ça, le récit a changé. Ariel a posté un selfie un jour plus tard, sous-titré, « Choisir la paix plutôt que la fierté, la guérison n'est pas linéaire », mais les commentaires avaient changé. A-t-il payé pour cette retraite de spa aussi? Vous avez été exposé, 6. Elle est devenue silencieuse après ça. Marcus m'a appelé 2 jours plus tard. Ils ont retiré l'injonction, a-t-il dit. Satisfaction curling dans chaque mot. Comme ça. Pas exactement. Son avocat lui a probablement dit que le coût de relations publiques ne valait plus la bataille juridique. Les reçus ne sont pas seulement dommageables, ils sont dévastateurs. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas versé un verre ni jeté de poing en l'air. Je me suis assis à mon bureau,
j'ai plié l'impression de son injonction maintenant morte et je l'ai glissée dans le fichier croissant étiqueté les routes VOR. Je n'étais pas intéressé par la vengeance. J'étais intéressé par la vérité. Et la vérité était bruyante maintenant. La vérité avait des sentiers papier, des audits financiers, des captures d'écran, des signatures. La vérité n'a pas bégayé. Ce n'était pas la moue. Il n'avait pas besoin d'une plateforme. Il en avait une preuve. J'ai reçu un dernier message d'elle cette semaine-là. C'était court, juste 2 phrases. Vous n'avez pas eu à m'humilier. Je t'ai aimé une fois. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais pas de mots, mais parce que les mots n'auraient pas d'importance. Elle n'a jamais été humiliée par moi. Elle a été humiliée par l'exposition, par conséquent, par le miroir qui ne la montrait plus comme l'héroïne de son propre mensonge. Elle m'aimait une fois. Peut-être, mais l'amour qui dépend du silence n'est pas du tout de l'amour. Alors, j'ai fermé le message, éteint mon téléphone et retourné à la musique en jouant doucement de mes haut-parleurs. Un instrumental de jazz, propre, concentré, paisible. La tempête avait frappé et j'étais toujours debout. Je n'ai pas été invité. Bien sûr, cela était attendu. Ariel avait assez de nerfs pour m'envoyer un PDF d'invitation de mariage, mais pas assez pour m'offrir un vrai adieu. Elle a défilé son nouveau chapitre comme une mise à niveau brillante tout en essayant de dépouiller le mien le dernier. Pourtant, je connaissais la date du mariage. 12 juin, une station balnéaire en bord de plage à 2 heures à l'extérieur de la ville. Classique, minimaliste, tout comme Ariel a toujours imaginé. Elle m'a montré un tableau Pinterest étiqueté pour toujours par le rivage. Apparemment, elle l'a toujours utilisé, mais pas avec moi. Le serveur judiciaire a cependant obtenu une invitation. C'était l'idée de Marcus. Je dirais que nous le livrons à la main à son nouveau mari, a-t-il dit sur un café ce matin-là. Il y a quelque chose de poétique à servir des conséquences juridiques à quelqu'un avant d'échanger des vœux. J'ai levé les yeux de ma simulation. Vous pensez qu'il connaît Siyu? Doutez. Il est trop occupé à perfectionner sa marque de gourou sensible. Pense probablement que les actifs détournés sont juste une autre pose de yoga. Nous avons ri tranquillement comme des hommes qui ont à la fois saigné et guéri suffisamment pour laisser entrer l'humour. Nous avons déposé la plainte ce matin-là. Une fraude, une mauvaise utilisation des fonds conjugaux et une diffamation. Marcus l'a parfaitement chronométré. La convocation a dû être remise directement à l'accusé, ce qui signifiait Ariel en personne le jour le plus performatif de sa vie. Je ne suis pas allé. Il y avait une partie de moi qui voulait la curiosité, peut-être la fermeture, mais j'y ai pensé. Se montrer aurait donné l'impression que j'avais encore besoin de quelque chose d'elle, que j'avais toujours envie d'une réaction. Je ne voulais pas ses larmes ou ses cris. Je ne voulais même pas ses excuses. Je voulais la distance, la vérité et le genre de justice qui ne vient pas avec des applaudissements. Alors, je suis restée à la maison. J'ai nettoyé l'appartement ce matin-là, réorganisé les livres, aspiré sous les coussins du canapé, joué du piano pour la première fois depuis des mois. Une vieille pièce que j'avais commencée quand Ariel et moi étions toujours heureux, inachevée jusqu'à ce jour. Je l'ai jouée par note comme si j'exerçais quelque chose de mes doigts. Scotch est venu après à midi. Marcus m'a envoyé un texto. Serveur confirmé. Il a obtenu sa photo médiane en 30. J'ai regardé le message. Midval. Je pouvais le voir dans mon esprit. Silu debout dans un costume sur mesure. Ariel dans une robe émeraude fluide, sa couleur préférée pour les grands moments. Tout comme ils étaient sur le point de déclarer leur nouvel amour brillant, quelqu'un s'est avancé et a dit « Êtes-vous Ariel Monroe ?» et lui a tendu une enveloppe de manille. Simulation, fraude, détournement de fonds, diffamation. Marcus a envoyé la photo 1 minute plus tard. C'était à partir du serveur de processus, un vieil homme nommé Raymond, qui semblait faire cela depuis les 8. Il avait cassé discrètement l'image de côté. Il a montré Ariel Mitscrim, la main gelée dans les airs, le bouquet qui pendait de son poignet. Siyu à côté d'elle, les yeux écarquillés et pâles, sa bouche légèrement ouverte comme s'il venait de voir le bord d'une falaise. J'ai sauvé la photo, pas par dépit, mais parce que c'était la première fois que je la voyais sans contrôle,
pas de légende organisée, pas d'éclairage soigneusement incliné, juste un choc brut, un masque glissant. J'ai versé un autre verre. La photo était un meilleur cadeau que la fermeture que je suppliais autrefois. Marcus a appelé plus tard dans la nuit. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas commenter? La presse renifle déjà. Non, j'ai dit de les laisser fouiller les preuves comme elle m'a fait faire. Il était silencieux pendant un moment. Vous avez joué cela avec Grace. La plupart des hommes se seraient montrés, ont fait une scène. J'ai fait une scène, dis-je. Je viens de le faire avec des documents. Cette nuit-là, j'ai laissé mon téléphone silencieux et je me suis assis au piano. Jouer jusqu'à mes doigts hachés. Je ne pensais pas à elle. Je ne me demandais pas si le mariage avait continué. Je n'ai pas imaginé comment l'invité a réagi lorsque la cérémonie de plage a été détournée par la livraison légale car cela n'avait pas d'importance. J'avais déjà quitté la relation. Le mariage n'était que de la décoration sur une fondation qui ne se tenait jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme un homme qui échappait à l'épave. Je me sentais comme un homme qui s'était éloigné d'une maison avant qu'il ne s'effondre. Il a commencé petit. Un article calme enterré au bas d'un bloc commercial local. Les routes de la galerie se ferment temporairement au milieu des litiges financiers. Aucune mention du nom d'Ariel. Pas encore. Juste une vague suggestion de restructuration interne et de désalignement financier. J'ai quand même cliqué sur le lien. Relisez-le 2 fois. Mes mains ne secouaient pas. Mon souffle n'a pas atteint. Je fais des yeux à l'écran. La façon dont vous faites lorsque quelque chose d'inévitable apparaît enfin à votre porte. L'effondrement avait commencé. La semaine suivante, les titres n'étaient plus vagues. Les allégations de fraude font surface contre l'artiste réputé Ariel Monroe. Et juste en dessous, la Rhodesse de Siu se retire des projets publics épinglant une enquête. Je me penchai en arrière sur ma chaise, sirotai mon café et attendis que le reste tombe. Cela n'a pas pris longtemps. Selon Marcus, l'audit avait découvert plus que même nous ne nous attendions. La famille d'Ariel, sa sœur Jocelyn, sa cousine Nia, même Ken avaient tous accepté des transferts via son compte commercial. Petit d'abord, puis plus grand. Achat de meubles étiquetés comme stadification de la galerie, billets de vol marqués, voyage d'installation, même transactions Vimo pour des choses comme la compensation de Réchi Énergie. Je ne pouvais pas me rattraper si j'essayais. Marcus m'a envoyé la feuille de calcul comme si c'était un trophée. Nous parlons près de 6 chiffres sur 3 ans, a-t-il déclaré. Ils entaillaient à travers son nom. Et à la minute où vous avez gelé les comptes, tout a commencé à pourrir en plein jour. Je n'ai pas célébré. Je viens d'expirer. La galerie s'est arrêtée officiellement à la fin des mois. Une déclaration publique est apparue sur son site web. Les routes créatives subissent une réévaluation structurelle et fermeront temporairement les opérations. Il n'y a eu aucune excuse, aucune propriété, juste une évasion. Soigneusement conçue et une spécialité Ariel. Mais la presse n'a pas été terminée. En quelques jours, les tabloïds et les blogs de potins ont envahi. Ceux qui avaient autrefois salué ces ouvertures de la galerie ont maintenant couru des photos de Gangiside de ses apparitions en salle d'audience et de sa catastrophe de mariage en bord de plage. Ils ont joué le récit dans les 2 sens. Mariés ou victimes de l'escroquerie essayant de remuer la sympathie et le scandale dans une égale mesure. Silas, à son crédit, n'a pas fait semblant. Il a déposé son propre procès contre elle. Fausse déclaration des finances, une détresse émotionnelle et quelque chose que son avocat a appelé le sabotage de réputation. Dans un communiqué, il a affirmé qu'elle l'avait grossièrement induit en erreur au sujet de ses obligations financières et a refusé des faits clés sur son passé. J'ai tout lu avec un détachement calme. Ils implosaient de l'intérieur. Je n'ai pas eu à soulever le doigt. Les mêmes personnes qui utilisaient autrefois mon silence comme coffre-fort criaient maintenant sur les débris de leurs mensonges partagés. Jocelyn a publié une histoire Instagram désormais supprimée sur les cycles familiaux toxiques et être trahi par des gens que vous pensiez avoir le dos. Ken a cessé de Twitter complètement. Nia a publié une légende depuis longtemps sur la protection de son énergie et de l'espace de compensation pour la vérité, qui était riche venant de quelqu'un qui m'a demandé une fois si je co-signerais un prêt commercial pour un studio lâche.
Aucun d'eux n'a tendu la main, pour ne pas s'excuser, pas pour expliquer. Ils n'en avaient pas besoin. J'ai compris maintenant. Leur loyauté a été transactionnelle et la transaction avait expiré. L'appartement était différent à cette époque. Pas plus grand, juste plus silencieux, plus propre, comme les fantômes avaient finalement emballé leurs affaires et évolué. J'ai passé mes soirées à marcher, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Pas de destination, juste du rythme. Étape après pas dans les quartiers que j'ignais. Je dépassais parfois des couples, main dans la main, riant de quelque chose de petit. Je ne les ai pas envisagés. Je viens de regarder, de hocher la tête et à continuer à marcher. Il n'y avait plus d'amertume en moi, seulement une compréhension. Ariel n'avait jamais construit une vie avec moi. Elle a construit une vie sur moi. Et lorsque l'échafaudage s'est craqué, elle s'est précipitée pour une autre poutre, un autre nom, un autre homme. Mais Silas ne pouvait pas la retenir. Non pas parce qu'il ne suffisait pas, mais parce que les gens comme elle ne veulent pas de partenaires. Ils veulent des lignes de vie. Et finalement, tout le monde lâche. J'ai supprimé chaque photo d'elle cette semaine-là. Pas dans une rage, pas comme un rituel, juste un par un. Je regarderai l'image un instant, me souvenant où nous étions. Tulum, Paris, la maison du lac, puis lâchez-le. Comme ouvrir ma main pour libérer quelque chose que je tiens trop étroitement depuis trop longtemps. Mon téléphone a bourdonné un après-midi, une confirmation de fil. Je lui avais envoyé un dernier transfert, $1. La ligne de service disait « Félicitations ». C'était la dernière pièce. Aucune explication, aucune émotion, juste la ponctuation. Marcus a appelé quelques heures plus tard, pas pour parler de stratégie, mais pour vous enregistrer. « Tu es bien ?» il a demandé. « Ouais », dis-je, surpris par ce que je voulais dire. Il a hésité. « Vous êtes sorti de ce nettoyeur que quiconque que j'ai jamais représenté. Je veux dire, j'ai vu des hommes aller en guerre moins. Je suis déjà allé à la guerre, dis-je. Je n'ai tout simplement pas élevé la voix. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Les gens se sont précipités en dessous, occupés dans des vies qui n'avaient rien à voir avec la mienne. Qui blessait, l'anonymat, le silence. Mais maintenant, c'était comme un cadeau. Je n'étais personne de la histoire édifiante. Je n'étais le bouc émissaire de personne. J'étais juste un homme qui avait survécu. Au moment où l'automne a roulé, la ville était plus froide. L'espace de galerie du centre-ville avait un panneau en polaire giflé sur ses fenêtres. Quelqu'un avait fait défiler la fraude et la craie rose sur le trottoir en dessous. Il s'est emporté sous la pluie suivante. Je suis passé une fois sur le chemin d'une réunion client. Je ne me suis pas arrêté, je suis juste passé avec mes mains dans mes poches, fredonnant un vieux morceau pour moi. Personne ne m'a reconnu et je l'ai aimé de cette façon. Je pensais que le silence était une punition, que cela signifiait que quelque chose était cassé ou perdu, que si personne n'appelait, personne ne s'en souciait. Mais maintenant, marchant le long de la courbe dorée de la côte portugaise avec du sel dans le vent, et pas une seule voix ne me joignant à un passé que je n'ai pas demandé à porter, j'ai compris. Le silence n'était pas une punition. C'était la paix. Cela faisait 6 mois depuis l'effondrement. Depuis que la poussière de la course est installée, les blocs de potins sont devenus silencieux et mon nom a glissé de la bouche des gens et est de retour entre mes mains. J'ai d'abord rénové l'appartement. Pas seulement une couche de peinture, mais un exorcisme, de nouveaux meubles, un nouvel éclairage. J'ai gardé le piano, cependant. Cela l'avait surclassé. Il avait survécu à chaque silence qu'elle m'a quitté. Ensuite, j'ai réservé un voyage en solo au Portugal. Pas d'itinéraire. Personne ne m'attend à l'autre bout. Juste un vol et une valise et une promesse. Je me chuchotais alors que je monte à bord de l'avion. Vous ne devez personne de vous la version. Ils ont essayé de réécrire. Les jours étaient lents et généreux. Morning avec un café fort et des pâtisseries squameuses. Les après-midi perdus dans les rues tordues. Les murs de carreaux brillaient comme des secrets au soleil. Je n'ai pas vérifié les médias sociaux. Je n'ai pas ouvert la nouvelle. Je m'en fichais si Ariel avait refait surface avec un nouvel amant ou un nouveau mensonge. Elle pourrait transformer la vérité dans la fiction quelque part, se peignant à nouveau entier.
Ce n'était plus ma préoccupation. Un soir, je me suis retrouvée sur une petite route de falaise juste à l'extérieur de Lagos. Le vent là-bas avait une voix, celle que je n'avais jamais entendue auparavant. Ferme, sans peur. J'ai suivi le son d'une mélodie lointaine à un homme assis dans un chevalet en bois, esquissant des étrangers dans des coups rapides et élégants, il leva les yeux alors que je m'approchais et souriait. Anglais? Assez près? J'ai répondu. Il a montré le tabouret à côté de lui. Asseyez-vous. Vous ressemblez à quelqu'un avec une histoire. Je gloussai, me baissant sur le tabouret. Est-ce évident? Vous portez le silence comme si c'était gagné. Il a esquissé pendant quelques minutes, ne demandant plus rien. Pas de nom, pas de passé, juste le son du charbon de bois contre le papier. Quand il a fini, il a tourné le coussin vers moi. Ce n'était pas seulement mon visage. C'était l'homme que je devenais. Les yeux ouverts, pas durs. Ligne dans le front gagné, pas usé. Une mâchoire non serrée, mais stable. Et en bas, une légende simple dans une écriture délicate. Homme qui a enterré quelque chose de lourd. Je l'ai regardé. Il n'a pas demandé si je l'aimais. Il a juste hoché la tête et me le tendit. Vous pouvez marcher plus léger maintenant, a-t-il déclaré. Cette nuit-là, j'ai collé l'esquisse au mur au-dessus de mon lit. Non pas parce que je devais me souvenir, mais parce que je devais marquer le moment où je laisse partir le poids. Quand je suis retournée à New York, tout avait changé. Pas radicalement, juste assez. L'air de mon appartement était différent. Plus un conteneur de chagrin, mais une toile. J'ai recommencé à peindre. Rien de dramatique. Juste des lignes lents le dimanche matin. Radio fredonnant bas. Café à proximité. Il ne s'agissait pas d'être bon. Il s'agissait d'être présent. J'ai vu Marcus une fois par semaine. Parfois pour les mises à jour, parfois juste pour parler. Il m'a dit que Silas s'était installé à l'amiable. Tranquillement, en privé. Il voulait juste disparaître, a déclaré Marcus. Je ne peux pas dire que je le blâme. Ariel n'a pas tendu la main. Je ne sais pas si elle le fera jamais. J'imagine qu'elle se réinvente quelque part, changeant à nouveau son nom de famille, disant à un nouvel homme une demi-vérité de son passé, peut-être même se convaincre qu'elle était la victime depuis le début. Mais je ne pense plus à elle. Parfois, lorsque je passe l'espace de la galerie, maintenant une boutique de plantes avec de la musique douce jouant à travers les portes ouvertes, je m'arrête pendant une demi-seconde, pas pour habiter, juste pour reconnaître que quelque chose était autrefois là, quelque chose que je pensais être l'amour, quelque chose que j'ai enterré. Les gens me demandent si je sois à nouveau ensemble. Je leur dis la vérité. Je ne me précipite pas. Pour la première fois depuis des décennies, je me réveille avec des attentes de personnes drapées sur mes épaules. Je décide de ce que je veux porter, manger, faire, être. J'écoute le silence et je sais que c'est le mien. J'ai cessé de m'excuser pour ça. J'ai eu 46 ans la semaine dernière. Je n'ai pas organisé de fête. Au lieu de cela, je suis allée sur le toit de mon immeuble, j'ai allumé une seule bougie dans une tranche de gâteau aux carottes et je l'ai fait sauter avec un sourire. Pas un souhait, juste un merci pour l'homme qui a réussi. Pour l'homme qui n'a pas laissé la trahison le définir. Je me suis assis sur une chaise longue par la suite, scotch à la main, en regardant l'horizon. Il n'y avait plus de texte non lu. Aucun appel sans réponse. Aucune partie de moi n'attendant d'être sauvée ou remarquée. Et c'était suffisant. Ce n'est pas le genre de personne suffisante pour se contenter, mais le genre à laquelle vous arrivez après le feu, après la pluie, après avoir su ce que cela signifie être réduit et choisir de se tenir debout. J'avais l'habitude de me définir par qui j'étais aux autres. Mari, fournisseur, fixateur. Maintenant, je suis juste Emerson. Et pour la première fois depuis longtemps, ce nom ressemble à la maison.